Donc, bonsoir, bienvenue à cette séance du Conseil municipal de la ville de Baie-Saint-Paul. D'entrée de jeu, je prendrais là, un petit moment de silence là, en soutien là, aux gens qui sont touchés là, du côté du Bas-Saint-Laurent à Amqui. C'est quand même là, un geste là, qui a aucun sens. Là. L'enquête n'est pas terminée là, des forces policières, mais tout semble là, pour s'en aller vers un geste là, que je pourrais qualifier de lâche aussi, là, de pas de courage. Là. Ça n'a pas de sens dans notre société de voir ce type de geste. Malheureusement, on en voit de plus en plus. Une pensée là, à tous les familles qui sont touchées là, par ce drame-là, là, de perdre des êtres chers comme ça là, quand il n'y a aucune raison. Là, c'est difficile de qualifier, donc je prendrai là, un petit moment de silence là, pour débuter la séance. Donc, pour maintenant débuter officiellement la séance, donc, je vais demander là, à notre greffier, M. Émilien Bouchard, s'il vous plaît, de procéder à la lecture de l'ordre du jour. Avis vous est par les présentes données par le sous-signé greffier de la susdite municipalité qu'une séance ordinaire se tiendra le lundi 13 mars à compter de 19h à l'endroit désigné, soit au 15 rue Forgette, Baie-Saint-Paul. Les sujets traités seront les suivants, à savoir A. Ouverture de la séance, en B. Adoption de l'ordre du jour, en C. Lecture au dépôt des minutes, en D. Règlement, 1. Période de consultation publique concernant la demande de dérogation mineure D 2023-02 pour le 138 rang Saint-Placide Sud, suivi s'il y a lieu de son adoption. En 3, consultation publique portant sur le règlement R832-2023, ayant pour objet de modifier le règlement du plan d'urbanisme durable numéro R629-2015 dans le but d'inscrire l'usage spécifique extraction de sable et gravier comme étant compatible dans l'aire d'affectation agricole dynamique, suivi en 4 de l'adoption finale du règlement R832-2023. En 5, consultation publique portant sur le règlement R833-2023, ayant pour objet de modifier le règlement de zonage numéro R630-2015 dans le but d'autoriser l'exploitation d'une sablière dans la zone AD 404, suivi en 6 de l'adoption du second projet de règlement R833-2023. En 7, adoption du règlement R835-2023, modifiant le règlement R590-2013 sur la formation du comité consultatif d'urbanisme afin d'y inclure le nouveau pouvoir accordé par la loi 69. En 8, consultation publique portant sur le règlement R836-2023, ayant pour objet de modifier le plan d'urbanisme durable R629-2015, afin d'y inclure les objectifs et les attentes en patrimoine culturel édictés par la loi 69, suivi en 9 de l'adoption finale du règlement R836-2023, en 10, consultation publique portant sur le règlement R837-2023, ayant pour objet de modifier le règlement de construction et de démolition, le règlement relatif à l'occupation et l'entretien des bâtiments, le règlement sur les permis et certificats et le règlement de zonage afin d'être conforme à la loi 69, suivi en 11 l'adoption finale du règlement R837-2023. 12. Consultation publique portant sur le règlement R838-2023, ayant pour objet de modifier certaines dispositions des règlements de zonage, de permis et certificats et de dérogation mineure, suivi en 13 l'adoption finale du règlement R838-2023.
14, avis de motion d'un règlement qui portera le numéro R840-2023, ayant pour objet de modifier le règlement sur les usages conditionnels numéro R636-2015, dans le but principal d'ajouter les sections applicables aux unités d'habitation accessoires et d'habitation intercalaire, ainsi que de modifier le règlement de zonage R630-2015 afin d'ajouter la terminologie applicable à une unité d'habitation accessoire et à une habitation intercalaire. Suivi en 15, l'adoption du projet de règlement R840-2023. 16, avis de motion d'un projet de règlement qui portera le numéro R842-2023, ayant pour objet de modifier les dispositions relatives aux déclarations de travaux et d'ajouter un tarif de permis pour les unités d'habitation accessoires du règlement sur les permis, les certificats et les conditions d'émission de permis de construction numéro R604-2014. Suivi en 17 de l'adoption du projet de règlement R842-2023. 18, avis de motion et dépôt d'un projet de règlement qui portera le numéro R841-2023, visant à déterminer le droit de préemption, les secteurs concernés et les conditions d'application. Résolution, administration et législation. 1. Financement et refinancement. A. Adjudication de la soumission. En B. Résolution de concordance et de courte échéance. En 2, demande à Hydro-Québec, prolongement de réseau via la rue Paul-René Tremblay. En 3, ascenseur Maison-Mère, décret. En sécurité publique, 4, renouvellement de l'entente relative à l'utilisation du camion dédié au transport des pinces de désincarcération avec la MRC. En 5, schéma de couverture de risque en sécurité incendie, adoption du rapport d'activité 2022. Voirie hygiène du milieu. 6, dépôt d'une demande d'aide financière dans le programme Primo, réfection des conduites d'aqueduc et d'égouts de l'intersection Fafard-Sainte-Anne. 7, achat d'une camionnette. En 8, regroupement d'achat de l'UMQ, achat de sel de déglaçage. 9, adjudication de la soumission annuelle, fourniture de matériaux. En urbanisme et mise en valeur du territoire. 10, adoption de la procédure de communication d'avis de disponibilité de contingentement de résidences de tourisme et d'établissements de résidence principale. Loisirs, parcs et culture. 11, travaux à l'Arena, avenant 11 et 12. En 12, projet d'exposition permanente au pavillon Saint-Laurent, demande de subvention. 13, rendez-vous de la santé, 21 mai 2023, utilisation des rues et affichage. 14, le festif, diverses autorisations. 15, les grands rendez-vous cyclistes de Charlevoix, diverses autorisations. 16, Mégatrail Québec, autorisation. Dans F, affaires nouvelles, délégations, demandes diverses. 1, FADOC, tournoi de baseball poche annuel près de l'Arena. Suivi en G de la correspondance. H, lecture des comptes de 25 000 et plus et adoption des comptes du mois de février 2023. Suivi de la période d'intervention des membres du Conseil. En J, questions du public. Et en K, levé ou ajournement de la séance. Merci, M. Bouchard. Donc, je vais prendre une proposition pour l'adoption de l'autre jour. Je vais le proposer. Donc, proposé par M. Boily, c'est secondé par M. Fizet. Maintenant, dans la section règlement en D, en 1, période de consultation publique concernant la demande de dérogation mineure D 2023-02, c'est pour le 138, là, rang Saint-Placide-Sud. On nous demande d'autoriser la création là, d'un terrain d'une largeur de 25,33 mètres, alors que la largeur minimale est de 50 mètres. Les raisons qui sont invoquées par le requérant, c'est à savoir que la demande de dérogation mineure est pour le morcellement du terrain. Les bâtiments existants là, du 138 rang Saint-Placide-Sud seront regroupés sur un seul terrain et que les deux autres terrains là, qui sont créés par l'opération cadastrale respectent le règlement de lotissement.
Le 140 rang Saint-Placide-Sud est déjà entouré là, par le terrain du 138 rang Saint-Placide-Sud et l'acceptation de la dérogation mineure ne modifiera pas la situation qui est existante. Si on accorde cette demande, le comité consultatif d'urbanisme est d'avis que la dérogation mineure ne portera pas atteinte à la jouissance par les propriétaires des immeubles voisins de leurs droits de propriété et le CCU là, nous recommande d'accorder cette demande de dérogation mineure. On est en consultation publique. Est-ce qu'il y en a qui sont ici dans la salle et qui auraient des commentaires en lien avec cette demande? Non. Donc, je vais clore la période de consultation publique et je vais demander au conseil là, si on est prêt à adopter le tout. Je vais le proposer, excusez-moi. Okay. Donc, M. Boily, vous proposez le tout et M. Ménard seconde le tout. En D3, consultation publique portant sur le règlement R832-2023 ayant pour objet de modifier le règlement du plan d'urbanisme durable, numéro R629-2015, dans le but d'inscrire l'usage spécifique extraction de sable et de gravier comme étant compatible dans l'aire d'affectation agricole dynamique. On en parle déjà depuis un petit bout de temps. On a enclenché notre processus de modification. Donc, le conseil, on était favorable là, à permettre le tout dans cette zone. Actuellement, le plan d'urbanisme ne permet pas l'usage d'extraction dans l'aire agricole dynamique. Et on va là, en continuité avec l'avis de motion qui avait été donnée lors de la séance du mois de février. On le voit là, sur les images là, qui sont projetées à l'écran. C'est sur le secteur de la 138 auquel cette demande-là est formulée. Donc, ce soir, là, on viendrait autoriser le tout la modification au plan d'urbanisme. Donc, est-ce que j'ai quelqu'un qui en fait la proposition? Oui. C'est proposé par M. Fizette et c'est appuyé de M. Duchesne. En D5, maintenant, consultation. Non, on avait une consultation publique, c'est vrai, là, je suis allé un petit peu rapidement. On avait une consultation publique avant l'adoption. Est-ce qu'on avait eu des commentaires, monsieur Bouchard? Non. Est-ce qu'il y en a qui sont ici dans la salle en lien avec cette demande? Non. Donc, je vais clore la période de consultation publique. On avait déjà l'adoption qui avait été faite au préalable. En D5, maintenant, consultation publique portant sur le règlement R833-2023 ayant pour objet de modifier le règlement de zonage numéro R630-2015 dans le but d'autoriser l'exploitation d'une sablière dans la zone AD-404. C'est en suivi là, du dernier point. On vient de modifier le plan d'urbanisme et le règlement de zonage là, doit être conforme au plan d'urbanisme. Là. Le plan d'urbanisme est vraiment dans son ensemble et est assez large, alors que le règlement de zonage là, vient vraiment préciser les différents usages là, qui sont autorisés dans la dite zone. On est aussi, là, il restera par la suite là, à aller au niveau de la MRC pour vérifier là, si le tout est en conformité avec le schéma d'aménagement du territoire. Donc, c'est une consultation publique aussi. Est-ce qu'on avait reçu des commentaires? Aucun commentaire. Donc, aucun commentaire. Est-ce qu'il y en a qui sont ici ce soir et qui aimeraient se faire entendre relativement à ce dossier? Non. Donc, je vais clore la période de consultation publique et je vais demander au conseil si on est prêt à adopter le tout. Donc, c'est proposé par M. Boily et c'est secondé par M. Fizette. En D7, adoption du règlement R835-2023, modifiant le règlement R590-2013 sur la formation du comité consultatif d'urbanisme, qui est communément appelé le CCU, afin d'y inclure les nouveaux pouvoirs accordés par la loi 69. Donc, la loi 69, on en parle déjà depuis quelques séances, là, qui touche tout le patrimoine culturel, là, la loi provinciale qui a été adoptée là, en 2022. On doit être conforme, évidemment, là, à la loi provinciale, ce qui fait en sorte qu'on doit là, modifier notre législation pour qu'elle puisse s'harmoniser là, avec la réglementation de Québec. Pour ce projet là, en tant que tel, là, pour ce règlement. Donc, c'est vraiment le comité consultatif d'urbanisme va jouer aussi le rôle là, du comité local du patrimoine. Donc, il aura à donner son avis au conseil municipal et au comité de démolition lorsque ça concerne là, des bâtiments là, qui sont patrimoniaux, qui sont cités, qui sont désignés ou encore là, qui font partie là, des fois lorsqu'il y a une mise à jour dans l'inventaire architectural de la MRC de Charlevoix. Donc, on avait eu une avis de motion lors de la dernière séance, là, le 13 février dernier. Et ce soir, là, on y va pour l'adoption du règlement. Donc, est-ce que j'ai quelqu'un qui en fait la proposition? Madame Bouchard, et c'est appuyé de Monsieur Duchesne.
En D8, consultation publique portant sur le règlement R 836-2023, ayant pour objet de modifier le plan d'urbanisme durable R 629-2015, afin d'y inclure les objectifs et les attentes en patrimoine culturel édictés par la loi 69. Donc, encore une fois, là, c'est en lien avec tout ce qui est culturel. On vient modifier le plan d'urbanisme pour prévoir là, tout ce qui est notion d'entretien et de démolition des bâtiments là, au niveau là, du patrimoine culturel. On avait fait notre avis de motion à la séance de février dernier. C'est une consultation publique. Est-ce qu'on avait reçu des commentaires? Aucun commentaire. Est-ce qu'il y a des gens ce soir dans la salle qui aimeraient s'exprimer sur ce projet? Non. Donc, je vais clore la période de consultation publique et je vais demander au conseil si quelqu'un est prêt à proposer le tout. C'est proposé par M. Ménard et c'est appuyé par M. Boily. En 10, consultation publique portant sur le règlement R 837-2023, ayant pour objet de modifier le règlement de construction et de démolition, le R 603-2014, le règlement relatif à l'occupation et à l'entretien des bâtiments, le R 714-2019, le règlement sur les permis et les certificats, le R 604-2014, et le règlement de zonage R 630-2015, afin d'être conforme, encore une fois, à la fameuse loi 69. Donc, tout ce grand projet là, vient prévoir les rôles là, du comité consultatif d'urbanisme, comme je le mentionnais là, précédemment, au niveau d'un comité là, local sur le patrimoine. Il y a des pouvoirs qui sont permis aussi à la MRC. La MRC va pouvoir avoir un pouvoir de désaveu sur une décision de la ville en matière là, de démolition d'un bâtiment là, patrimonial. Il y a des amendes qui sont prévues lorsque quelqu'un décide de démolir un bâtiment là, sur le territoire là, qui n'est pas patrimonial, là, mais quelqu'un décide de démolir un bâtiment sans permis. Donc, il y a des amendes qui sont prévues entre 10 000 $ et 250 000 pour démolir sans permis. Donc, on y pense deux fois là, avant de démolir en cachette. Et si c'est un bâtiment là, qui est cité ou qui est classé là, vraiment là, comme en matière patrimoniale, l'amende peut aller jusqu'à, là, écoutez-moi bien, 1 140 000. Donc, c'est aussi, on y pense à 2 et à 3 fois là, avant de démolir un bâtiment patrimonial. Ça, c'est en conformité, encore une fois, là, avec la réglementation québécoise. Et le législateur là, avait enchâssé ces composantes là, suite à des démolitions qui ont eu lieu là, dans certaines municipalités au Québec. Là, il y a des bâtiments patrimoniaux qui ont été démolis et par la suite, là, il y a eu quand même là, un vent de contestation là, populaire sur la place publique et le législateur québécois a décidé là, de prévoir des mécanismes pour dissuader les gens là, qui démolissent là, en faisant fi là, du patrimoine et de l'histoire là, québécoise. Donc, on est en consultation publique. Est-ce que j'ai eu des commentaires? Aucun commentaire. Est-ce qu'il y a des gens qui sont présents ce soir et qui aimeraient se faire entendre sur ce projet réglementaire? Non. Donc, je vais clore la période de consultation publique et je vais demander au conseil si on est prêt à entériner le tout. Donc, Mme Bouchard, vous proposez l'adoption. Est-ce que j'ai quelqu'un qui seconde? Monsieur Besson. En 12, consultation publique portant sur le règlement R 838-2023, ayant pour objet de modifier certaines dispositions des règlements de zonage, de permis et certificats et de dérogations mineures. Donc, on en avait parlé lors des dernières séances. Il y avait eu un avis de motion qui avait été effectué. Toute la question des permis, des coûts de permis, on a fait une analyse de fond en comble. Les gens là, qui de la permanence au niveau du service d'urbanisme sont allés là, voir les différents prix dans d'autres municipalités. Il y a des gens qui nous disaient à Baie-Saint-Paul, c'est plus cher, vous n'avez pas de bon sens. Mais finalement, on est quand même là, dans la moyenne de qu'est-ce qui est chargé là, aux gens qui font des demandes de permis dans les autres municipalités. On était là, je vous dirais, hors norme pour tout ce qui touche les agrandissements et les rénovations dans le secteur commercial. Et c'est pour ça qu'on apporte quand même une modification qui est importante. Là. On va diminuer les coûts de 10 fois. Donc, pour les agrandissements et les rénovations au secteur commercial, on va y aller avec un prix de départ de 100 $ et par la suite, c'est 1 $ là, par tranche de 1 000 $ là, de l'évaluation des travaux. Donc, ça va quand même là, encourager là, la réfection des bâtiments et les agrandissements là, au secteur commercial. Et au niveau des
dérogations mineures. Le prix était de 700 $ pour une dérogation mineure à Baie-Saint-Paul, et là, on va diminuer ça à 550 $ aussi. On veut être en harmonie avec la moyenne de ce qui se passe sur les autres municipalités, et on veut aussi faire notre bout de chemin là, pour que les gens aient plus d'argent dans leur poche. C'est pas non plus, j'en profite là, pour souligner, c'est pas parce qu'une personne fait, excusez-moi, une demande de dérogation mineure et qu'elle acquitte les frais, qu'elle va automatiquement recevoir là, un verdict positif. Hein. Lorsqu'on fait une demande de dérogation mineure, il faut y avoir quand même un motif qui soit valable. Par la suite, le tout là, est préparé par le service d'urbanisme pour ensuite être proposé là, présenté au comité consultatif d'urbanisme qui regroupe là, des membres du conseil et des gens, là, des citoyens. Il y a une analyse qui est faite et le comité consultatif d'urbanisme là, fait une recommandation au conseil municipal, et c'est nous, là, en bout de ligne, là, qui devons là, trancher la question, est-ce qu'on autorise ou on refuse cette demande. Évidemment, le but n'est pas d'encourager. C'est pas parce qu'on baisse les prix qu'on veut qu'il y ait plus de demandes de dérogation mineure. Il y en a quand même déjà beaucoup qu'on traite. Le but, faut pas que tout non plus soit en dérogation. Moi, dans mon monde à moi, et je pense que pour la plupart des gens aussi autour de la table du conseil, lorsqu'on donne beaucoup de dérogations pour un même motif, des fois, il faut se poser la question, est-ce que le règlement est encore d'actualité? Si on déroge toujours au règlement, ça amène à se poser certains questionnements, et lorsqu'on se questionne, après ça, faut y répondre. C'est beau de se questionner, mais il faut avoir des réponses à nos questions, et ça, on l'avait déjà mentionné là, dans le passé. On va travailler sur nos règlements en urbanisme. C'est pas qu'il n'y aura plus de règlements, il va y avoir encore des règlements. On est dans une société de droit, une société auquel il y a différentes règles à respecter, mais on va regarder certaines règles qui peuvent être assouplies, certaines règles qui sont peut-être encore plus d'actualité. On donnait l'exemple des règlements là, sur les PIA. On va réviser aussi les secteurs. Est-ce qu'il y a des secteurs qui pourraient ne plus être assujettis à des PIA? Est-ce qu'il y a des règlements qui pourraient être assouplis? Ça, c'est sûr qu'il y a toujours deux philosophies. Il y a des gens qui en mettraient plus, il y a des gens qui en mettraient moins, mais nous, comme vision de conseil, ce qu'on s'engage, c'est à faire une révision de cela. C'est évolutif, hein, une réglementation, c'est évolutif au fil du temps. Et je pense qu'on doit, nous, là, comme législateur public, là, être au goût du jour et se questionner, puisque les dérogations mineures, on en donne quand même passablement, et le but pour une municipalité, c'est pas de faire de l'argent avec des dérogations mineures, là, c'est pas une source de revenus là, qu'on encourage. Donc c'est pour ça que toute cette grande réflexion-là là, est sur la table. Il y a aussi là, quelques autres situations là, au niveau des piscines, là, qu'on doit se conformer à certaines règles aussi provinciales, donc qu'il y a de l'aménagement, mais je vous dirais que dans ce projet réglementaire, c'est vraiment le coût des dérogations mineures qui passe de 700 $ à 550 et la baisse de coût marquée là, pour l'agrandissement ou la rénovation au secteur commercial. On est en consultation publique. Est-ce qu'on a reçu des commentaires sur ce règlement, M. le greffier? Non. Dans la salle ce soir, est-ce qu'il y a des gens qui sont présents et qui aimeraient se faire entendre? Négatif. Donc, je vais clore la période de consultation publique et nous allons procéder à l'adoption finale du règlement. Est-ce que j'ai un proposeur? M. Fizette, et c'est appuyé de M. Ménard. En 14, avis de motion d'un règlement qui portera le numéro R840-2023 ayant pour objet de modifier le règlement sur les usages conditionnels, numéro R636-2015, dans le but d'ajouter les sections applicables aux unités d'habitation accessoires et d'habitation intercalaire, ainsi que de modifier le règlement de zonage R630-2015 afin d'ajouter la terminologie applicable à une UHA, une unité d'habitation accessoire, et à une habitation intercalaire. Bon, qu'est-ce que ce grand titre veut dire? On s'est inspiré de qu'est-ce qui se fait ailleurs. On en voit là, il y a des photos là, qui sont projetées à l'écran là, pendant que j'effectue la présentation. On le voit dans d'autres villes. Le gouvernement du Québec en parle également là, de la densification. À Baie-Saint-Paul, on ne se le cachera pas, le prix des résidences a quand même là, augmenté de façon importante. Il y a plusieurs personnes qui disent que c'est rendu, si on n'a pas les moyens de s'établir, ça coûte cher trouver une maison. On le voit aussi de plus en plus. Les gens, des fois, veulent garder leurs parents près d'eux. Il y a du but familial, tout ça. Donc, ce qu'on peut dire, c'est des fois, on appelle ça les mini-maisons ou les habitations accessoires, là, comme les photos qui sont présentées. Donc, à Baie-Saint-Paul, on va aller de l'avant avec les unités d'habitation accessoires. Là. C'est vraiment un avis de motion. Donc, c'est un signal qu'on
qu'on dépose. Ça va être pour le secteur urbain. Là, comme vous voyez sur l'écran, là, on peut voir là, une mini-maison là, qui est à l'arrière, là, qui est projetée là, à l'arrière de la résidence. On y va pour le secteur urbain. Ça ne sera pas permis là, dans tous les secteurs de la ville. Pour une première phase, c'est plus urbain, mais on regarde là, pour une deuxième phase qui comprendrait le secteur rural dans certains secteurs. Évidemment, ceux qui sont en milieu agricole, là, régi par la Commission de protection du territoire agricole, ben ça va être plus compliqué, mais dans d'autres secteurs, là, il pourrait y avoir là, des possibilités. Mais pour le secteur urbain, entre autres, les gens devront... Il y a plusieurs critères et ça va être du cas par cas. Là. Au niveau de la ville, là, ça va être traité un petit peu comme une demande de dérogation mineure, mais ça ne sera pas le même tarif. Les gens devront évidemment là, avoir suffisamment de place sur leur terrain et comme je mentionnais d'entrée de jeu, le tout est en périmètre urbain. Il doit y avoir une desserte en matière d'aqueduc et d'égouts. Une résidence primaire aussi là, doit être déjà établie sur le terrain. C'est pas une personne ne peut pas juste faire une demande d'une habitation accessoire. Ça le dit dans le mot, c'est accessoire. Donc, une habitation principale doit être déjà en place. Ceux qui voudront avoir ce type là, d'habitation, là, on prévoit qu'ils devront avoir une location là, résidentielle. Là, je dis bien résidentielle, on ne pourra pas là, avoir un commerce là, dans ce type d'habitation. Et la location résidentielle devra être pour un minimum de 2 mois. Donc, on ne pourra pas là, contourner le système en voulant faire de la location touristique, par exemple, ou du B&B, qu'on pourrait dire à chaque semaine, il y a des gens qui... par exemple, je dis que j'ai un garage à l'arrière de ma propriété, je vais rénover mon garage, puis je vais louer ça à du tourisme à chaque semaine. Bien, ça, c'est pas des choses qui vont être autorisées. Il devra... par ailleurs, avoir du stationnement là, en conséquence pour l'habitation et ce sera là, pour de l'unifamilial ou du bifamilial. Donc, c'est vraiment un signal qu'on dépose ce soir. Le tout ne sera pas là, opérationnel dès demain matin, mais on va en reparler, on va faire les adoptions là, subséquentes lors des prochaines séances. Donc, est-ce que j'ai quelqu'un qui dépose l'avis de motion? Madame Bouchard, vous déposez l'avis de motion. On va procéder également à l'adoption du projet réglementaire. Donc, comme vous déposez l'avis de motion, vous allez proposer le tout et M. Ménard, vous allez seconder le tout. Et ça, j'en profite, là, toute la question des coûts de permis et tout ça, c'est quand même un grand chantier. Là. Ce soir, là, ça paraît bien, ça passe là, quand même assez rapidement. Je donne quelques explications, mais lorsqu'on est en séance d'études, on passe des heures sur ces projets-là et les gens là, de la permanence, nos employés viennent effectuer des présentations, on pose des questions, on retourne le projet à la fonction publique. On nous revient avec des modifications, des propositions, ça nous revient, tout le monde apporte un petit peu son grain de sel. Fait que, lorsqu'on est en séance là, publique comme ça, là, ça paraît super bien, là, mais il y a eu plusieurs discussions, il y a eu plusieurs analyses qui ont été effectuées avant. J'en profite ce soir de le mentionner parce que des fois, on ne le mentionne pas, mais lorsque c'est les séances du conseil municipal, tous les points ont été travaillés au préalable, on en a discuté, on a préparé le tout. Là, si on effectuait le tout là, en direct, en séance publique, ben, on commencerait la séance à 19h, puis je pense que les employés qui rentrent à 8h30 le lendemain matin arriveraient, puis on serait encore en séance. Donc, il faut qu'il y ait quand même là, une certaine efficience lorsqu'on travaille dans nos différents projets. En 16 maintenant, avis de motion d'un projet de règlement qui portera le numéro R842-2023, ayant pour objet de modifier les dispositions relatives aux déclarations de travaux et d'ajouter un tarif de permis pour les unités d'habitation accessoires du règlement sur les permis, les certificats et les conditions d'émission de permis de construction numéro R604-2014. Les déclarations de travaux, on en avait parlé dans les changements auxquels on voulait apporter là, au niveau du service d'urbanisme. Et ça, je pense que c'est une fierté là, pour notre conseil d'arriver avec une certaine petite réforme là, en matière d'urbanisme. Dans la dernière année, on a effectué quand même plusieurs changements. On mentionne qu'on va aller de l'avant avec là, une révision de certains PIA, des règlements. On a parlé de la révision des coûts de permis, la permission là, d'ériger des habitations accessoires. Et là, au niveau de la déclaration de permis, ce qu'on voulait, c'est de faire en sorte que certaines situations puissent là, être couvertes par une déclaration. Lorsqu'on arrive au service d'urbanisme, ben
On a besoin d'un permis pour plusieurs choses. À Baie-Saint-Paul, les gens, des fois, on a besoin d'un permis pour tout. Mais il y a quand même des délais. Là. On parle d'un délai de 45 jours lorsque une personne demande une demande de permis. Il y a certaines situations, par exemple, quelqu'un qui décide de faire une réfection de sa toiture et qui ne modifie pas le matériau, par exemple, c'est une toiture en bardeau d'asphalte et on décide de faire la même chose. Donc, pour les personnes qui ne seront pas en zone là, PIA, donc quelqu'un qui décide de refaire sa toiture dans le secteur, dans le quartier Transime, dans le quartier Filion, bien, la personne, ce qu'elle aura à faire, c'est de remplir sur Internet une déclaration de travaux, d'acquitter les frais avec une carte de crédit. Par la suite, là, dans un délai là, de quelques heures ou de quelques jours, elle va recevoir son autorisation. Donc, quelqu'un qui vient, exemple, le mercredi et qui a des travaux à faire là, sur la fin de semaine qui arrive, ben, il va avoir son autorisation avant la fin de la semaine. Donc, ça va éviter des situations que des gens, des fois, débutaient des travaux ou effectuaient des travaux là, avant d'obtenir le permis, puisqu'il y avait un délai qui était plus important là, au niveau du service d'urbanisme. Pour les travaux là, qui sont faits à l'interne, donc à l'intérieur du bâtiment, que ce soit de remplacer des planchers, de la finition de murs, remplacement d'armoires, rénovation de système électrique, bien ça va être pour l'ensemble du territoire. On va pouvoir faire une demande aussi une déclaration de travaux. Mais pour ce qui est de l'extérieur du bâtiment, comme je mentionnais tantôt, pour des remplacements de toiture, remplacement de revêtements extérieurs, qui sont semblables, là, qu'on change pas, rénovation d'un escalier, d'une galerie, d'un balcon, ça va être vraiment pour les secteurs qui ne sont pas là en zone PIA. Et pour ceux et celles qui vont pour l'unité d'habitation accessoire, ben comme je mentionnais, c'est traité comme une dérogation mineure, mais au lieu d'être un coût de 550 $, ben ça va être un tarif de 60 $, donc qui est quand même là à coût moindre. Je crois qu'on a fait un bon bout de chemin. C'est quand même intéressant là, à ce niveau-là. Ça colle au goût du jour et ça va permettre à notre service d'urbanisme d'être moins surchargé, surtout à l'aube du printemps. On connaît que la saison printanière est souvent là, un boom là, pour les demandes de permis de construction à la ville. Toutes les rénovations, hein, évidemment, lorsqu'on a une toiture à changer, c'est rare qu'on la change en plein hiver, là, à moins d'avoir de grandes problématiques. C'est surtout là, au printemps que les demandes se font aller à la ville. Et pour le système de travaux, de demande en ligne, le tout devrait être là en place pour les prochaines semaines. Donc, d'ici la fin avril, début mai, le tout devrait déjà être installé. Donc, un beau projet auquel on est fiers là, d'embarquer là, dans les prochaines semaines. Donc, c'est un avis de motion. Est-ce que j'ai quelqu'un qui dépose l'avis de motion? Monsieur Ménard, on a l'adoption du premier projet de règlement, donc vous allez aussi proposer le projet de règlement. Est-ce que j'ai quelqu'un qui seconde? Monsieur Duchesne. Un autre avis de motion en urbanisme et un autre projet auquel on est heureux là, d'aller de l'avant. Donc, avis de motion et dépôt d'un projet de règlement qui portera le numéro R841-2023 visant à déterminer le droit de préemption, les secteurs concernés et les conditions d'application. C'est aussi une nouvelle composante que le gouvernement du Québec permet aux municipalités là, depuis 2022 suite à l'adoption par l'Assemblée nationale de la loi 37. Cette loi vient permettre aux municipalités là, de se porter là, acquéreur en priorité là, sur d'autres acheteurs. Donc, un règlement qu'on adopte ce soir qui permet à la ville là, d'acheter donc au même prix et de pouvoir l'avoir préséance sur un autre acheteur. Donc, dans les prochaines semaines et les prochains mois, la ville va viser certains secteurs à Baie-Saint-Paul, certains terrains auxquels là, on pourra là, utiliser ce droit. Là. On va le viser pour une période de 10 ans. Ça peut être renouvelable dans le futur. Et ce que ça vient faire, c'est que s'il y a un terrain auquel la ville décide qu'on aimerait faire du logement abordable ou construire un équipement collectif dans le futur, bien, la ville signifie qu'elle utiliserait son droit de préemption sur un terrain. Le propriétaire est avisé par une lettre de la ville et lorsque le propriétaire désire vendre son terrain, il vend son terrain, il discute avec un acheteur. Là. La ville n'est pas encore là-dedans. Il fait sa transaction avec un acheteur et lorsqu'il est rendu à la finalité, ben la ville doit être avisée. Sinon, le tout ne peut pas là, aller de l'avant avec la transaction officiellement. La ville a 60 jours pour dire est-ce qu'elle utilise son droit ou est-ce qu'elle ne l'utilise pas. Et si la ville décide d'utiliser son droit, ben le propriétaire doit vendre à la ville au même prix qu'il s'est entendu avec son acheteur.
Donc, c'est quand même un pouvoir qui est intéressant là, et qui nous est confié par Québec. Un propriétaire ne peut pas refuser aussi, là, ne peut pas dire à la Ville « je refuse que la Ville utilise son droit de préemption ». C'est un droit qui est permis par la Ville. Un exemple, il y a eu des terrains là, dans les dernières années qui ont été vendus, que la Ville aussi était sur la ligne de départ là, pour acquérir le terrain. C'est pas la Ville qui a gagné, là, qui est arrivée en premier au fil d'arrivée, mais là, c'est sûr qu'avec ce droit-là, la Ville aurait pu là, avoir là, ces 10 terrains. Donc, c'est quand même intéressant ce que le gouvernement du Québec nous octroie comme pouvoir et on va en reparler encore dans les prochaines semaines et les prochains mois pour vraiment là, délimiter les terrains auxquels on appliquera là, ce nouveau pouvoir municipal. Est-ce que j'ai quelqu'un qui dépose l'avis de motion? Je vais le déposer. Donc, l'avis de motion est déposé par M. Boily. Maintenant, dans la section résolution, administration et législation, financement et refinancement, en A, adjudication de la soumission, ben, on a des obligations, là, des emprunts qu'on doit refinancer. Il y a des emprunts qui arrivent à échéance et on doit retourner là, sur les marchés là, financiers pour refinancer nos taux d'intérêt. C'est un appel, là, un appel là, qui a lieu, là, un appel d'offre là, qui a lieu, qui est public et qui, auquel les grandes institutions financières là, peuvent appliquer. Nous, on avait 2 800 000 à refinancer pour 5 ans. Et là, la soumission la plus basse est avec la financière Banque nationale là, pour un taux d'intérêt moyen là, de 4,3 %. C'est quand même élevé. C'est plus élevé que ce qu'on avait dans les dernières années, mais c'est moins élevé que ce qu'on a, on a refinancé là, en novembre dernier. Donc, pour 5 ans, là, 4,3 % d'obligation là, pour avec financière Banque nationale à 2 800 000. En deuxième, c'était Valeur mobilière Banque Laurentienne là, qui était là, derrière. On est à un peu plus là, c'est quand même assez serré. Là. On est à 4,301 avec financière Banque nationale et avec la deuxième, le Banque Laurentienne, c'était 4,315. Donc, il y a une petite différence à ce niveau-là, mais on voit que les autres étaient dans les prix et les autres institutions financières, là, Desjardins, tout ça, ça suit là, par la suite. Donc, est-ce que j'ai quelqu'un qui en fait la proposition? Monsieur Fizette, est-ce que c'est appuyé? Monsieur Ménard, ça c'est pour la justification de la soumission. Et en B, on a la résolution de concordance là, qui est une technicalité là, qui est la même chose. Donc, est-ce que vous proposez les deux? Oui. Donc, Monsieur Fizette et c'est appuyé aussi par Monsieur Ménard. En 2, demande à Hydro-Québec prolongement de réseau via la rue Paul-René Tremblay. Ben, c'est tout avec la demande là, qu'on a là, avec le parc agroalimentaire qui va voir le jour dans les prochains mois. On doit prolonger le réseau électrique là, avec Hydro-Québec. C'est quand même de grande terre, donc ça doit se faire là, avec la Société d'État. Et on est aux premières étapes. Là. C'est pas encore la négociation des coûts. On est plus aux étapes là, de discuter de signature de convention. Donc, on viendrait là, ce soir désigner le directeur adjoint là, à l'ingénierie et au projet majeur pour signer le tout avec la Société d'État. Donc, est-ce que j'ai quelqu'un qui en fait la proposition? Monsieur Boily, est-ce que c'est appuyé? Sinon, je vais l'appuyer. Non. Monsieur Fizette? Non, je t'ai rendu à l'appuyer moi-même. Maintenant, en 3, ascenseur Maison Mère, un décret. C'est en lien là, avec des travaux. Là. Tout le monde est au courant qu'il y a des travaux à Maison Mère là, suite à l'arrivée là, de l'espace bleu. Évidemment, pour que les travaux puissent débuter, on doit assurer le déménagement de l'auberge des balcons dans le bloc 1. Et pour que l'auberge déménage, ben, les travaux doivent être aux normes, tout doit être fait. C'est sûr que il y a plusieurs travaux. Hein. C'est un bâtiment qui est quand même là, ancien et qui est patrimonial aussi. Et là, on doit être là, assurer la mise aux normes là, des ascenseurs là, pour être en conformité avec le code du bâtiment, la Régie du bâtiment du Québec. Et là, ce soir, c'est un montant là, de 100 000 $ qu'on doit injecter là, pour la conformité des ascenseurs. C'est via le règlement, là, un règlement de 2020, un règlement par appui, là, le R746, là, qui restait de la place dans ce règlement-là, auquel on va aller là, compléter le tout pour assurer là, qu'on puisse là, effectuer les autres étapes. Hein. On a quand même pas trop le choix avec l'auberge des balcons qui ont bien hâte de déménager. On les comprend. Hein. C'est quand même là, des contraintes pour eux. Et si on veut que le gouvernement puisse commencer les travaux de l'espace bleu, donc le tout doit aller, somme toute, assez rapidement. Donc, est-ce que j'ai quelqu'un qui en fait la proposition? Monsieur Duchesne, est-ce que c'est appuyé? Monsieur Besson.
Sécurité publique, renouvellement de l'entente relative à l'utilisation du camion dédié au transport des pinces de désincarcération avec la MRC de Charlevoix. C'est Baie-Saint-Paul qui assure la couverture là, en matière de pinces de désincarcération, là, qui est communément appelée les mâchoires de vie, sur l'ensemble du territoire de la MRC. C'est une entente là, renouvelable de 5 ans automatiquement là, qui va entrer en vigueur et qui vient départager un petit peu les responsabilités là, qu'a la ville versus la MRC. Donc, c'est la MRC qui est responsable de payer le coût de la camionnette, la transformation aussi du véhicule, les frais de financement, le remplacement du véhicule, alors que la ville là, s'occupe de l'entretien préventif, du coût des assurances, des réparations qui relèvent de l'usure normale et les frais d'entreposage. Et lorsqu'il y a un accident, ben, la Société d'assurance automobile du Québec défraie là, des coûts là, pour compenser lorsqu'il y a une utilisation du véhicule sur chaque accident. Et là, c'est les frais là, qui sont expédiés par la location, si on peut dire ça, là, par la SAAC. Mais elle est envoyée directement à la ville et non à la MRC là, pour compenser le tout. Donc, en même temps, on vient autoriser moi comme maire et M. Gagnon comme directeur général à signer l'entente là, avec les gens là, de la MRC de Charlevoix. Donc, est-ce que j'ai quelqu'un qui en fait la proposition? C'est proposé par M. Fizette et c'est appuyé par Mme Bouchard. En 5, schéma de couverture de risque en sécurité incendie, adoption du rapport d'activité 2022. Donc, c'est le rapport là, qui est déposé ce soir et va par la suite être envoyé là, au ministère de la Sécurité publique. Le schéma de couverture incendie, ben, c'est un petit peu le cadre de référence régional qui, lui, doit être conforme là, à celui du ministère de la Sécurité publique. C'est tout on est en train de le revoir, hein, le schéma de couverture incendie, ça va être sa mise à jour là, qui va avoir lieu là, jusqu'en 2024. C'est quand même tout est prévu hein, dans le schéma, les visites de prévention comme vous avez à faire à la maison, des fois lorsque les pompiers viennent évaluer si l'avertisseur de fumée est fonctionnel, si les inspecteurs sont bien en place. Pendant la pandémie, il y avait un système là, d'auto-déclaration, l'auto-validation qui avait été là, mis en place. Il y a toute la question aussi de la prévention dans les risques, les bâtiments élevés, tout ce qui est les bâtiments là, où il y a plusieurs personnes, exemple le centre hospitalier, les écoles, il y a des risques qui sont moyens comme les commerces, les résidences de touristes, et les risques faibles, ben, c'est les maisons unifamiliales. Pour l'instant, on a un petit peu de retard là, pour les maisons unifamiliales et dans les autres municipalités de la MRC, là, il y a des retards à ce niveau-là. C'est pour ça qu'on a adopté lors de la dernière séance là, un projet qui va permettre d'embaucher une personne à temps partiel pour effectuer les visites de prévention pour les risques faibles. Cette personne-là va être au prorata des différentes municipalités. Donc, c'est pas juste Baie-Saint-Paul. Elle va relever de la ville de Baie-Saint-Paul. Ça sera un employé sous le payroll de Baie-Saint-Paul, mais on va refacturer aux autres municipalités là, l'utilisation dans les autres municipalités et le ministère va payer 70% de son salaire. Donc, c'est quand même pas négligeable. Et pour tout ce qui est pour Baie-Saint-Paul, ça va quand même bien. Là. Ce qu'on remarque aussi, c'est qu'il y a une augmentation des fausses alarmes. C'est pour ça que le service incendie là, est en train de procéder à une campagne de prévention. Lorsqu'il y a des fausses alarmes là, à la maison, ben, ça fait en sorte de déplacer les pompiers pour rien. C'est des véhicules qui se déplacent en urgence sur le territoire, donc ça augmente le risque d'avoir une collision. C'est des pompiers qui sont occupés aussi pour une intervention qui n'a pas lieu d'être. Donc, s'il arrive une vraie intervention, si on envoie les pompiers dans le secteur, exemple, de Saint-Antoine pour une fausse alarme, alors qu'il y a un vrai feu qui se déclenche dans le rang Saint-Laurent, ben c'est clair que les délais d'intervention vont être plus longs et ça engendre des coûts hein, au niveau du budget. Là, chaque fausse alarme, là, M. Gagnon pourra me corriger, mais je pense que c'est autour de 1 000 $ que ça coûte à la ville là, chaque fois qu'il y a une fausse alarme sur le territoire. Donc, c'est quand même là, des finances et comme gestionnaire de fonds publics, ben, c'est clair que c'est pas ça qu'on veut voir non plus d'envoyer. J'ai rien contre nos pompiers, là, je les aime bien, là, mais de payer des ressources lorsque c'est une fausse alarme, ben, c'est pas à ça qu'on veut que les fonds publics servent. Mais pour Baie-Saint-Paul, comme je vous dis, là, moi, là, je fais attention de la façon que je le dis, mais comme maire de la ville, quand je me couche le soir, je suis en sécurité. Je le sais qu'on a un bon service incendie, on est dans les normes, que ça va bien. Mais est-ce que c'est de même ailleurs, partout? Mais ça, je laisse poser la question. Je vais seulement poser la question. Ça va fermer le tout. Donc, est-ce que j'ai quelqu'un qui propose le dépôt du schéma de couverture de risque en sécurité incendie? Je vais le proposer. Monsieur Boilly, est-ce que c'est appuyé? Monsieur Fizette. En voirie et hygiène du milieu, en 6, dépôt d'une demande d'aide financière dans le programme Primo, réfection des conduites d'aqueduc et d'égouts à l'intersection Fafard-Saint-Onde.
comme tout le monde sait, là, il va y avoir des travaux là, sur le boulevard Leclerc dans les prochaines années. Juste avant qu'on débute les travaux, là, il va y avoir une partie l'an prochain là, qui est prévue, là, possiblement là, pour refaire des travaux entre l'intersection Forgette et jusqu'à l'intersection Sainte-Anne. Donc, ça va être du repavage. Et nous, sur ce repavage-là, c'est défrayé par le MTQ, puisque c'est une route là, qui est sur la propriété du MTQ. Mais ce qui est en dessous de la route, bien ça, c'est la propriété de la ville, les infrastructures. Et on devra là, procéder à certaines réfections à l'intersection là, Saint-Jean-Baptiste-Sainte-Anne, là, l'intersection au niveau de chez Pinot, au niveau de Desjardins. Et il y a un programme, le Primo, qui nous permet là, de payer une bonne partie des travaux, là, autour de 50%. Donc, c'est des travaux qui sont estimés là, à 160 000 et le tout là, serait là, subventionné pour qu'il y ait une charge là, autour de 90 000 là, à la ville. Donc, c'est pour qu'on puisse là, transmettre là, la demande de subvention au ministère des Affaires municipales là, afin là, de diminuer la facture là, au niveau de la ville. Donc, est-ce que j'ai quelqu'un qui en fait la proposition? C'est proposé par M. Ménard et c'est appuyé de M. Fizet. En 7, achat d'une camionnette. Donc, c'est une camionnette là, qui servirait au service des travaux publics. C'est pour remplacer le véhicule, là, le 303 qui avait été là, victime d'un accident l'an dernier. Le projet de réfection du véhicule a été prévu au plan triennal en immobilisation. Là. Ça, le plan triennal en immobilisation, on en parle souvent lors du budget. C'est souvent les projets d'infrastructure, de mobilier qu'on a là, à remplacer au cours des prochaines années. Et là, ce soir, on vient remplacer une camionnette, là, le plus bas soumissionnaire. Là, on s'en réjouit. C'est quand même toujours intéressant quand c'est des gens de la place. Là, c'est Baie-Saint-Paul Chrysler pour un montant là, qui avait appliqué là, de 49 000 là, pour la réfection de la camionnette. Comme il y a aussi là, de l'équipement supplémentaire là, à mettre là, au niveau là, pour un montant net de 53 000 là, via un règlement d'emprunt là, par appui de 2020 aussi là, pour la réfection de la camionnette. Donc, Mme Bouchard, la réfection et l'achat, donc il s'est appuyé de M. Duchesne. Et évidemment, hein, lorsqu'on achète ce type de camionnette-là, ben, ça ne dure pas une année, hein, c'est amorti là, sur le coût de la durée de vie là, de l'utilisation du matériel. En 8, regroupement d'achat de l'Union des municipalités du Québec, achat de sel de déglaçage. C'est pour qu'on puisse, là, c'est déjà pour on est déjà en train de penser à l'hiver 2023-2024. On arrive là, à la saison estivale, mais lorsqu'on y va au niveau de la planification en gouvernance, on est toujours à l'avance et c'est pour qu'on puisse avoir les meilleurs tarifs possibles là, pour l'achat du sel là, de déglaçage là, qu'on applique sur la chaussée là, lors de la saison hivernale. Et lorsqu'on y va là, comme ça avec des appels regroupés à travers la province, ben on a des prix là, qui sont meilleurs que lorsqu'on on va toute seule comme municipalité là, aller là, en recherche de prix. Et il y a des frais aussi d'1% là, pour les frais de gestion. Donc, est-ce que j'ai quelqu'un qui en fait la proposition? Je vais le proposer. Monsieur Boily, est-ce que c'est appuyé? Monsieur Fizet. En 9, adjudication de la soumission annuelle, fourniture de matériaux. Ben ça, c'est tout le reste là, des fournitures là, qu'on utilise, surtout l'été. Là, le sable tamisé, le sable brut, la terre noire, le gravier, la pierre nette. Là, il y a plusieurs matériaux qui sont utilisés là, par nos équipes. Il y a plusieurs prix là, qui ont été là, octroyés. Là, ça va en fonction du matériau. Donc, c'est intéressant aussi. Là, c'est tous des commerçants là, de la région. Donc, Éric Tremblay, Aurel Harvé, Entreprise Jacques Dufour, Construction MP. Donc, ils ont réussi à tous obtenir là, des prix. Là, c'est toujours le plus bas soumissionnaire conforme. Et ce soir, là, on vient autoriser le tout. Donc, est-ce que j'ai quelqu'un qui en fait la proposition? Monsieur Duchesne, et c'est appuyé de Mme Bouchard. En urbanisme et mise en valeur du territoire en 10, adoption de la procédure de communication d'avis de disponibilité de contingentement de résidence de touristes et d'établissement de résidence principale. C'est une autre chose aussi en urbanisme qu'on avait parlé là, lorsqu'on avait revu la réglementation là, en matière des résidences de touristes et du B&B. On l'a vu hein, dans les médias nationaux, là, c'était un sujet qui était d'actualité dans les derniers jours. On avait un deadline, là, une date limite, qu'on devait là, modifier notre réglementation si on voulait là, renforcer le cadre réglementaire là, sur l'octroi des permis de résidence de touristes. Nous, on l'avait fait, on avait été quand même dans les précurseurs. On l'a fait en 2022 et ça
avait été bien salué. Il y a de la place pour tout le monde. On l'avait dit, on n'était pas contre les résidences de tourisme. Maintenant, ça prend un juste milieu. C'est pas normal qu'à Baie-Saint-Paul, les gens sont plus capables de se trouver un logement ou de se trouver une maison parce qu'il y a des gens des propriétaires qui convertissent des logements en habitation touristique. Donc, on avait pris de bonnes décisions à l'époque. Là. On referait la même chose là, sans aucun doute demain matin si on devait se reposer la question. Et il y avait certains secteurs là, qui sont contingentés là, dans la ville là, pour les permis là, de résidence de tourisme. Et on nous avait demandé d'avoir là, une certaine liste d'attente. On a fait des vérifications avec nos aviseurs légaux, avec nos avocats. Et afin d'être conforme à la législation, on y va plus avec un système d'avertissement qu'avec une liste de priorités. Donc, si moi, je veux avoir un permis de location touristique dans un secteur où c'est... exemple, là, dans le secteur Cap-Auret, c'est un secteur qui est quand même là où il y a plusieurs permis de location touristique. C'est un secteur qui est contingenté. Donc, si j'appelle demain matin et je dis à la ville, je voudrais avoir un permis pour ce secteur, on va me dire, malheureusement, il n'y a pas de place disponible. Est-ce que, monsieur, vous aimeriez être sur le système d'avertissement? Donc, on va prendre les coordonnées et lorsqu'il y a un permis qui va se libérer, je vais recevoir un courriel pour me dire qu'il y a un permis là, qui vient de se libérer, qu'il y a un permis qui est libre. Cependant, il va y avoir aussi une annonce qui va être véhiculée là, dans les médias et sur les médias sociaux, là, Facebook, entre autres, pour mentionner qu'il y a un permis qui vient de se libérer. Et par la suite, là, c'est la première personne qui dépose sa demande officielle qui va avoir le permis. Fait que même si je reçois l'alerte qu'il y a un permis de libre, mais si j'attends 2 mois avant de déposer ma demande, ça se pourrait que ce soit pas moi qui l'ai pareil. Je tiens à mentionner aussi que il y a certains secteurs, donc tout ce qui est le périmètre urbain, là, le centre-ville, tout ça, on n'en donne plus de permis. Fait que quand il y a un permis qui se libère, il est juste effacé. Donc, au niveau du centre-ville, là, ça va arriver un jour qu'il n'y en aura plus, là, des résidences de touristes. Là, ceux et celles qui en opèrent encore sont surtout en droit acquis, puisque c'est sûr qu'une réglementation se modifie. Là. On n'est pas en Russie, donc on sera pas là, le conseil municipal actuel ne sera pas là en place encore pendant 50 ans. Fait que c'est clair qu'un conseil municipal là, dans le futur pourra remodifier la législation, mais nous, comme conseil, on avait vraiment là, contraint et restreint le tout. Donc, c'est une adoption aussi. Donc, est-ce que j'ai quelqu'un qui en fait la proposition? Monsieur Besson s'est appuyé de Monsieur Ménard. Loisirs, parc et culture en 11 travaux à l'Arena. Avenant 11 et 12, c'est encore des travaux là, qui est des imprévus là, au niveau de l'Arena. On en a souvent, mais en même temps, nous, ça nous permet comme conseil, là, au lieu d'avoir la pile à la fin, on voit, là, on suit le tout, comment ça avance et on est encore dans ce qui avait été prévu dans le budget des contingences des imprévus. Là, c'est un montant ce soir de 15 421 et 21 là, via le règlement, la R792, donc c'est le règlement d'emprunt sur l'Arena. Et c'est pour là, en tout là, l'ajout de coulis dans les cellules de bloc au niveau aussi pour le chauffage du hall d'entrée, détecteur de chaleur de la zone Bonnie. C'est des montants quand même qui vont vite. Là, on parle de 9 577 et 84 pour ça. Un raccordement électrique pour une alarme et alarme d'incendie, donc c'est 3 200 $ pour ça. Donc c'est des montants là, qui vont vite dans le domaine de la construction. Est-ce que j'ai quelqu'un qui en fait la proposition? Je vais le proposer. Monsieur Boilly s'est appuyé de Monsieur Duchesne. En 12, projet d'exposition permanente au pavillon Saint-Laurent, demande de subvention. Au niveau du pavillon Saint-Laurent, on travaille là, avec les gens là, du groupe uni des éducateurs naturalistes et professionnels en environnement, donc GAEP, qui vont assurer l'animation et les expositions au sein du pavillon Saint-Laurent. Là, et comme ce soir, ce qu'on viendrait faire, c'est de permettre à nos gens, nos gestionnaires en loisirs, de déposer des demandes de subvention pour qu'on puisse diminuer la participation financière de la ville pour ces animations. Et ce qu'on veut, là, c'est mettre en valeur le patrimoine là, du fleuve Saint-Laurent, ainsi que tout le secteur, là, entre autres, au niveau du boisé. Donc, est-ce que j'ai quelqu'un qui en fait la proposition? Monsieur Fizette, est-ce que c'est appuyé? Je vais appuyer. Monsieur Boilly. En 13, rendez-vous de la santé, 21 mai 2023, utilisation des rues et affichage, ça s'en vient. Le rendez-vous de la santé qui est organisé là, par le service des loisirs de la ville à chaque année. C'est toujours le dimanche de la fête des Patriotes. On est déjà à la mi-mars, donc le tout arrive à grands pas.
parlant de grands pas, donc c'est des courses là, qui ont lieu là, lors de cette journée. Des courses et des marches. Il y a des marches là, de 5 et de 10 km. Et il y a des courses là, de... Maintenant, il y a un départ, il va y avoir un 500 mètres pour les jeunes. Avant, ça a commencé à 1 km. Là, il va y avoir 500 mètres, 1 km, 5 et 10 km. Et ce qu'on vient là, nous autoriser, là, c'est pour qu'il y ait des fermetures de rue ou des fermetures partielles, là, entre autres là, sur le chemin du Relais, la rue Bellevue, rue de la Lumière, Amboise-Fafard, la rue Saint-Aubin, et de prévoir aussi de permettre l'affichage là, pour la promotion de l'événement, là, qui est quand même une journée qui est bien appréciée. Beaucoup de personnes de Baie-Saint-Paul y participent, des personnes également de l'extérieur. Hein. C'est un long week-end, la fête des Patriotes, avec le congé qui est du lundi. Ça permet là, à des gens de venir à Baie-Saint-Paul là, pour cette compétition-là qui a lieu là, depuis plus maintenant, c'est la 47e édition. Donc, ça fait même avant mon existence. Est-ce que j'ai quelqu'un qui en fait la proposition? Madame Bouchard, est-ce que c'est appuyé? Monsieur Duchesne. En 14, le festif a différentes autorisations. À chaque année, là, on doit procéder à les autorisations nécessaires pour que le festif là, puisse tenir le festival en juillet. Ce qu'on vient ce soir, là, entre autres, d'utiliser, c'est de permettre l'utilisation des stationnements de l'Arena. Ils pourront utiliser les stationnements là, à partir du 16 juillet. Autoriser les spectacles dans la cour du pavillon du musée d'art contemporain. Donc, où se tient là, la scène principale là, du festif, là, l'ancienne école Thomas Tremblay, pour permettre les spectacles. Autorisation de spectacle aussi sous des chapiteaux dans le stationnement avant de l'église et dans le stationnement de l'école Forget. Présentation aussi là, du parvis du festif, là, l'espace aussi là, qui a lieu là, maintenant depuis l'an dernier là, au Carrefour culturel qui est opéré là, le jour et lors des soirées. Tenue de l'activité rue festive, donc sur la rue Saint-Jean-Baptiste. Hein, on ferme la rue là, pour qu'il y ait différentes activités là, sur la Saint-Jean-Baptiste. Aménagement de 2 terrains de camping temporaires, donc le parc du Gouffre là, qui est converti en un camping là, pour le festif. Il y a un autre camping qui a lieu aussi derrière les terrains de Maison-Mère. On permettra également cette année là, d'utiliser le dépôt à neige là, de la ville là, du secteur Transim qui va servir de stationnement. Là. On en a parlé lors de la consultation publique. Ça va permettre là, de diminuer, même d'interdire le stationnement dans les rues là, du secteur Transim, puisque dans le quartier Transim, là, c'était pas idéal. Là. Les gens se stationnaient là, de différentes façons dans toutes les rues là, de l'ancienne partie, là, dans la rue Lombrette, dans la rue Renault, etc. Là. C'était là, quand même une contrainte là, pour les résidents là, du secteur. On va permettre aussi là, d'aménager un stationnement temporaire à l'arrière de Maison-Mère. Un stationnement aussi là, qui va avoir lieu au niveau du quai, dans les champs, là, au niveau du quai, lorsqu'il y a des spectacles, il y a un stationnement qui est érigé. Et aussi là, au niveau des bâtisseurs, il pourrait y avoir un stationnement dans ce coin-là. Et l'utilisation des anciens stationnements de l'hôpital, là, de l'ancien hôpital, là, le P2 pardon, et le P3. On autorise également la tenue de spectacles là, au quai. Il y a des spectacles qui ont lieu le jour là, à 11h, des spectacles là, sur le quai. Cependant, il n'y a pas de spectacles là, qui sont permis dans le boisé. Tenue de spectacle aussi dans le pit à sable, ça se dit comme ça, pit à sable des entreprises Jacques Dufour qui vont être autorisées là, pour des spectacles en soirée. Spectacle aussi sur la scène Hydro-Québec dans la cour du Saint-Pub microbrasserie de Charlevoix. On permet aussi des spectacles là, au parc de la Virevolte. Évidemment, là, il y a un arrimage qui a lieu là, avec les gens là, du club de pétanque hein, pour qu'il y ait une cohabitation. Location des espaces du Carrefour culturel pour des salles là, qui sont utilisées par, c'est pas un secteur public là, à l'intérieur du Carrefour, c'est vraiment les gens là, de l'administration du festif qui sont là pendant la tenue de l'événement. Autorisation de spectacle aussi dans le garage du curé qui a lieu là en soirée, là, en fin de soirée. On permet aussi d'occuper l'aréna Luc et Marie-Claude en cas là, de plan B, donc s'il arrive des orages, tout ça comme on a eu l'an dernier,
ça pourrait arriver que l'aréna soit mise à profit. Cependant, l'aréna, là, il doit y avoir arrimage avec l'équipe là, du service des loisirs. Il doit y avoir des employés de la ville sur place. On ne passe pas l'aréna comme ça là, sans employés. C'est quand même un bâtiment qui est neuf et qui a eu là, quand même des injections de fonds publics importantes. Donc, on ne voudrait pas là, qu'il arrive là, des bris à nos équipements. Donc, après entente avec le service des loisirs, là, il pourrait y avoir utilisation de l'aréna, mais c'est pas là, comme ça que ça se fait. Là. Mise à disposition des toilettes là, de la bibliothèque René Richard. Après entente également avec l'équipe des loisirs, là, il pourrait y avoir utilisation des toilettes de la bibliothèque. Et il y a différents autres commentaires également là, qui sont signifiés là, par nos gestionnaires en loisirs. C'est surtout le service des loisirs qui est impacté. Donc, il devra y avoir des discussions là, avec les gens du secteur des loisirs pour assurer la conformité. Nous, on permet les membres du conseil l'utilisation générale, mais par la suite, pour ce qui est dans le spécifique, vraiment, là, c'est après entente avec la direction des loisirs et de la culture. Au niveau également des restaurateurs, hein. Il y a plusieurs là, restaurateurs là, qui ont de la restauration rapide là, qui est offerte là, sur les sites du festif. Et nous, comme conseil, là, on vient encore une fois là, mentionner aux gens du festif là, de penser qu'il y a des gens là, de la restauration qui sont là à Baie-Saint-Paul au centre-ville aussi, et de prévoir là, au niveau des heures d'ouverture et du nombre de restaurateurs qui sont présents sur les sites là, d'avoir quand même là, un juste milieu pour l'utilisation de ça, puisqu'on veut que tout le monde puisse profiter là, des nombreux festivaliers qui soient là. Dans le passé, les kiosques de restauration présents sur les sites du festif débutaient plus tard en journée. Là. Dans les dernières années, ça débutait beaucoup plus tôt et il y avait certains restaurateurs de Baie-Saint-Paul qui disaient là, avoir vu leur vente diminuer. Il y a quand même une certaine libre concurrence. Nous, comme ville, là, il y a une certaine limite à où on va aller. Cependant, les gens là, qui sont là à l'année là, paient quand même des taxes. Et je tiens à mentionner que sur les sites du festif, ben, c'est des restaurateurs de la place aussi qui sont là. Mais on souhaite que le festif quand même là, effectue là, un juste milieu à ce niveau-là. Donc, est-ce que j'ai quelqu'un qui a fait la proposition? Monsieur Ménard, est-ce que c'est appuyé? Monsieur Duchesne. Et il va y avoir aussi là, dans les prochaines semaines, on autorise là, les spectacles surprises. Là. Des fois, il y a des lieux là, qui arrivent à la dernière minute, mais ça, on ne les a pas encore. Donc, il y a d'autres spectacles qui vont être autorisés dans les prochaines semaines. Mais ce soir, là, la très grande majorité, là, voire la quasi-totalité là, des sites là, viennent d'être autorisés. En 15, les grands rendez-vous cyclistes de Charlevoix, différentes autorisations. Ben, c'est pour en vue là, du Grand Prix cycliste de Charlevoix qui va se dérouler là, sur notre territoire le 9, 10, 11 juin. Donc, c'est le Grand Prix routier là, qui a lieu là, comme à chaque année. Ce qu'on vient, là, c'est la 25e édition. Donc, c'est intéressant. Hein? On a des événements qui reviennent là, depuis plusieurs années et qui sont des succès et qui font rayonner la ville. Hein? Les grands rendez-vous cyclistes de Charlevoix, on parle au-delà des frontières de Baie-Saint-Paul, au-delà des frontières du Québec. Hein, c'est des compétitions qui sont à grandes échelles. Ce qu'on vient faire, là, c'est permettre là, la fermeture du quartier Filion le 9 juin en soirée. Donc, c'est un vendredi soir là, de 14h à 21h30. Là, ils utilisent les rues Filion, la rue Bellevue, la rue Marc-Aurèle-Fortin là, pour un critérium là, qui se déroule, là, qui est spectaculaire. C'est quand même, là, ça roule à grande vitesse. On vient permettre aussi là, d'autres fermetures de rue, entre autres là, le samedi matin. Il y a un contre-la-montre qui se déroule sur le chemin Saint-Laurent entre 8h et 13h30. Le samedi, là, la même journée, plutôt maintenant dans la soirée de 15h à 19h, il y a l'ascension qui se déroule là, au niveau de la côte Sainte-Croix du chemin Saint-Laurent. C'est le même trajet au niveau départ du chemin Saint-Laurent, de son entrée de la route 362 à la côte Sainte-Croix ou du chemin Saint-Ours sur 1 kilomètre. On vient permettre le tout. Et le lendemain matin, là, c'est le Grand Prix, là, le routier qui a lieu, là, qui part de Baie-Saint-Paul, du centre éducatif Saint-Aubin et par la suite là, qui s'en va là, sur Charlevoix, le S, là, qui fait une bonne partie de Charlevoix. On nous demande des prêts de véhicules, là, des véhicules routiers comme à chaque année, des employés de la ville. Évidemment, le conseil, on est encore en faveur. On autorise le tout. Cependant, là, c'est conditionnel à
la disponibilité des ressources. Hein. On ne peut pas autoriser des ressources qu'on n'a pas. La pénurie de main-d'œuvre, ça touche également les organisations municipales. Donc, on autorise le tout, mais après la discussion avec la direction des loisirs pour pas qu'on vienne autoriser des choses que nos gestionnaires ne sont pas en mesure de livrer. Donc, est-ce que j'ai quelqu'un qui en fait la proposition? Je vais le proposer. Madame Bouchard et M. Boily proposent. En 16, le Québec Mégatrail, l'autorisation, donc c'est le 30 juin prochain, là, une course à grand déploiement qui aura lieu là, au Germain-Charlebois, qui débutera à 20h. Et par la suite, les coureurs là, vont emprunter la rue de la Ferme, Ambroise-Fafard, jusqu'au chemin de la Pointe là, pour se diriger vers Québec. Donc, on autorise la tenue de l'événement et l'utilisation des rues. Là. Il y a un partenariat aussi avec le MTQ. Donc, est-ce que j'ai quelqu'un qui en fait la proposition? M. Fizette et c'est appuyé de M. Duchesne. F, affaires nouvelles, délégation, demandes diverses en 1, FADOC, donc c'est nos aînés pour le tournoi de baseball poche annuel pour le prêt de l'Arena. On nous demande là, d'utiliser l'Arena à la fin avril prochain, donc en fin avril 2023, pour utiliser là, pour la fin de leur saison de baseball poche. On est d'accord, là, le conseil, là, pour prêter le tout gratuitement. Cependant, là, il doit y avoir là, entente avec les gestionnaires de loisirs, du service des loisirs pour la date à choisir. Donc, Mme Bouchard, vous proposez le tout, c'est appuyé de M. Boily. Correspondance en G, donc c'est un dépôt. Les membres du conseil aussi avaient pu poser leurs questions et en avaient reçu copie. En H, nous sommes maintenant rendus à lecture des comptes de 25 000 et plus et adoption des comptes du mois de février 2023. Donc, je vais demander à notre directeur général, M. Gagnon, de procéder à la lecture des comptes, s'il vous plaît. Donc, bonsoir. Au niveau du fonds d'administration pour le mois de... On est en février. Un montant total de 497 545, donc 211 759 représentent des montants de plus de 25 000. Dans ces deux montants-là, nous avons les entreprises Jacques Dufour et Fils pour le versement de déneigement, un montant de 178 853,35. Et nous avons la tarification annuelle du réseau Biblio, un montant de 32 906,14. Au niveau du fonds des dépenses d'immobilisation, nous avons un total, là c'est un petit mois ce mois-ci, un total de 273 234, dont 222 592 sont des montants de 25 000 et plus. À cela, ça comprend construction éclair, les travaux de l'Arena pour un montant de 35 031,87. Qualité construction, où il s'agit de la caserne. C'est pas assez fort. Qualité construction, habituellement, je parle trop fort. Pour un montant de 147 371,84. Et profil excavation, un montant de 40 188,52. Donc, le total des montants pour ce mois-ci, c'est de 770 779. Donc, un petit mot. Merci. Merci, Monsieur le directeur général. Donc, est-ce que j'ai quelqu'un qui propose l'adoption des comptes? Madame Bouchard propose l'adoption. Est-ce que j'ai quelqu'un qui seconde? Monsieur Ménard. Donc, on serait rendu à la période d'intervention des membres du conseil. Monsieur Besson, est-ce que vous avez un point? Non. Monsieur Fizette? Non, merci. Monsieur Ménard? Merci. Madame Bouchard? Monsieur Duchesne? Non. Monsieur Boily, donc c'est rare que ça arrive. Hein? Maintenant, on serait rendu à la période de questions. Ouais, je pensais avoir un décompte des bancs, Monsieur Duchesne. 338. Oh, on est à 338 bancs de vendus sur 500. Donc, ça chemine. Question du public, est-ce qu'on en avait reçu, M. Bouchard? Aucune. Est-ce qu'il y a des gens dans la salle qui aimeraient aller au micro? Non? Bien, je vous souhaite une agréable semaine d'en profiter. Et on se retrouve pour la séance d'avril prochain. Maintenant, est-ce que j'ai quelqu'un qui propose la levée de la séance? Madame Bouchard, et c'est appuyé de M. Fizette. Bonne soirée.